Bonjour à tous, nous le constatons à l'occasion de cette Web TV spéciale Ville durable, la Smart City est en route. Encore faut-il qu'elle ne trébuche pas. Comment réussir la métamorphose? Ce sera le thème de ces 26 prochaines minutes avec 3 invités pour y répondre. Sophie Donabédian, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes Business Development Director Smart Grid and Smart Cities chez Schneider Electric. Tout à fait. Parfait. À vos côtés, Carlos Moreno, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller scientifique du président au sein de Cofeli Ineo, qui est une branche, une filière de GDF Suez. J'ai bien présenté votre fonction, parfait. Et puis à vos côtés, Eric Estin, bonjour. Bonjour Baptiste. Vous êtes directeur délégué de 2EI. C'est ça. C'est une société d'études et de conseil en aménagement urbain et vous faites partie du groupe Veolia. Tout à fait. Voilà, donc nous avons des grands acteurs de la ville durable autour de cette table. Alors, on a consacré au cours de la semaine une autre émission à la ville durable. On était plutôt dans les éléments un peu politiques, stratégiques. On va plus parler de solutions, d'innovation sur cette table. Mais malgré tout, pour être clair, j'avais envie de vous demander de commencer cette émission peut-être par une définition de la Smart City. Qu'est-ce qu'elle recouvre pour vous trois? Alors, on va peut-être commencer par Sophie. Alors une Smart City, on se demande pourquoi Smart aujourd'hui. Est-ce que les villes n'étaient pas intelligentes auparavant? Donc c'est plus d'intelligence bien sûr quand on parle de Smart City. Une ville plus intelligente, c'est une ville qui est plus efficace au niveau de ses réseaux physiques, mais aussi réseaux numériques de communication et les fameux réseaux sociaux dont on parle beaucoup. Donc c'est tous les réseaux depuis l'infrastructure physique jusqu'au réseau humain qui sont plus efficaces dans une approche plus durable, et c'est pour ça qu'on parle aussi de thématique ville durable, et puis finalement donc un territoire plus attractif car plus agréable à vivre. Pour nous, c'est ça les grandes, on va dire les grandes caractéristiques d'une ville durable, d'une ville intelligente. Très bien. Alors Eric Estin et Carlos Moreno, quelle serait votre définition? On va peut-être commencer par Carlos. Oui, je pense que au cœur de cette notion d'intelligence qu'on associe à la ville avec un peu le nom un peu marketing, on va dire, de Mercedes, on va trouver pour nous cette vision de ville connectée, mais dans laquelle on a leur territoire, ses habitants, ses usages, ses services, et dans lesquels on décloisonne. Pour moi, le mot-clé, c'est décloisonner la ville dans toutes ses différentes composantes et concevoir des usages et des services qui soient ceux d'aujourd'hui, mais qui anticipent ceux de demain. Et ceux de demain, en fait, c'est totalement donc horizontal parce qu'on crée de plus en plus une capacité d'agrégation à l'échelle des villes qui génère de nouveaux services. La mobilité électrique, on n'en parlait pas il n'y a même pas 3 ans. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et ce sont des choses qu'on doit anticiper aujourd'hui et demain. Parfait. Eric Estin, la ville de demain décloisonnée, vous signez pour cette définition? Oui, tout à fait. Je rebondirai sur ce que disait Sophie. La Smart City, c'est vraiment un outil au service des enjeux de la ville durable. Et il ne faut pas oublier ces enjeux importants qui placent quand même la qualité de vie et le citoyen au centre des préoccupations. Et les nouvelles technologies de la communication et de l'information transforment le citoyen finalement en acteur qui prend conscience de ces enjeux. Et la ville, la Smart City, va donner les moyens effectivement à tous les acteurs de la ville de manière intégrée et globale pour répondre aux enjeux de la ville durable. Alors, vous parlez de réseau, d'enjeux. Moi, j'avais fait une petite liste pour cette émission. J'avais noté l'énergie, les mobilités ou la mobilité, l'eau, les déchets, les services publics, les bâtiments intelligents. J'ai rien oublié. Est-ce qu'on est un petit peu dans ces éléments importants? Vous parliez des réseaux sociaux, vous, Sophie, tout à l'heure. Oui, parce que finalement, et là je rebondis sur ce que disaient mes deux confrères, on parle de réseaux, d'énergie, d'eau, etc. Et on se rend bien compte aujourd'hui que derrière une ville, c'est un organisme vivant. Il y a des personnes, il y a des citoyens, comme tu le disais Eric. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille aussi sur ces différents réseaux. C'est ce qui va permettre, Carlos, tu parlais tout à l'heure, de décloisonner cette ville, et on se rend compte que les réseaux sociaux sont aussi un moyen d'échanger de l'information, de mieux utiliser certains services de la ville. Donc il faut être capable aussi de travailler sur ces enjeux-là, même si c'est pas toujours facile de suivre toutes les innovations et d'intégrer et de décloisonner, comme tu le disais tout à l'heure. Bien sûr, messieurs, les enjeux prioritaires peut-être de ces Smart Cities. Carlos? Moi, je pense qu'au niveau des enjeux, il y a d'une part, effectivement, des citoyens qui soient heureux et qui trouvent du confort dans une ville avec les différents services qui sont pour eux. Donc on s'est déplacé correctement, aller pouvoir travailler avec des conditions de logement, une capacité à s'épanouir. Ça c'est un premier aspect. Et Sophie dit à juste titre, la ville est un organisme vivant, donc c'est quelque chose qui grandit, qui évolue, qui se développe. Mais il y a aussi quelque chose auquel nous tenons beaucoup, qui est la fragilité de la ville. La ville
est quelque chose, d'un organisme fragile. Et quand on travaille sur la ville et qu'on s'intéresse à la complexité des usages et des services de la ville, on va tomber sur ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister aux aléas. Vous regardez à New York avec l'ouragan Sandy il y a quelques semaines, qu'est-ce que ça a pu donner? Et donc nous pensons que cette notion des nouveaux services et usages pour la ville doit être de pair dans la conception de tout ce qui peut servir pour renforcer la ville et en tout cas pour assurer une continuité des services quand il y a des situations de risque, il y en a beaucoup, les aléas, voilà, on appelle ça la résilience et c'est important. Éric Estin, je vous vois acquiescer sur cette idée de résilience. Je peux pas dire, je ne peux qu'acquiescer. Ce qui est certain, c'est que, comme on le disait, la ville, elle n'est pas devenue intelligente. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le phénomène urbain engendre des densités démographiques et l'évolution des technologies, une accélération de tous les changements qui fait que les équilibres qui existent dans la ville durable depuis tous les temps, ces équilibres-là, il faut les reconstituer le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que la technologie vient au service de cette adaptabilité, de cette gestion de données de plus en plus nombreuses et de cette volonté de plus en plus forte du résident, du citoyen, d'être partie prenante et d'être acteur dans la définition de ces équilibres. Alors ça, c'était pour les questions de définition. On va rentrer sur les solutions. Puisque vous avez la parole, Éric, on va vous la laisser. Sur ces domaines de Smart Cities, quelle solution déploie Veolia? Et puis plus spécifiquement, votre structure, on est sur les déchets, sur des métiers historiques du groupe ou il y a une vision encore un peu plus large? Mais je dirais les deux forcément, parce que qui va bénéficier des services et des propositions les nouveaux services de la Smart City? C'est bien évidemment, comme vous le dites, les opérateurs de services traditionnels. Et on voit bien que ces nouvelles technologies sont au service de l'efficacité des services existants, de l'eau, des déchets, du transport, bien évidemment. Mais donc il y a un objectif d'efficacité, de rentabilité, voire d'économie à l'échelle d'un silo. Mais ce qu'on vise quand même, c'est la qualité de vie en fait dans la ville, pour que la ville conserve cette attractivité et que le citoyen finalement vive bien sans inégalité sociale. Et par conséquent, les nouvelles technologies, les Smart Cities, doivent définir de nouveaux services transversaux. C'est comment on va réussir à agglomérer des informations et des sources d'informations diverses et variées pour apporter de nouveaux services qui seront donc apporteront cette qualité de vie aux citoyens et l'efficacité aux services existants. Voilà. Alors justement, Schneider Electric, vous vous placez un petit peu entre les villes et les opérateurs comme Veolia ou GDF Suez. Quelles sont les étapes qui vont nous mener vers cette Smart City? Je parlais de métamorphose, quelles sont les étapes de cette métamorphose? Alors, il y a effectivement plusieurs étapes et nous, on travaille en partenariat parce qu'on a une position de partenaire technologique où on apporte des solutions intégrées à des opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, pour justement améliorer ces infrastructures ou ces réseaux dans la ville. La démarche d'une Smart City, ça prend du temps, c'est progressif, mais il faut se fixer une vision et il faut impliquer, non seulement il faut qu'il y ait un pilotage des collectivités territoriales qui soit fort, une collaboration des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME, il faut vraiment que le tissu industriel, entre guillemets, soit mobilisé autour de la collectivité. Il faut qu'il y ait un engagement du citoyen. Donc ça, ce sont les 3 briques importantes en amont. Et il faut se fixer une vision, avoir une feuille de route précise. Et il ne faut pas oublier des actions un petit peu immédiates. Parce que si on n'a pas, comme on dit en anglais, des quick wins, qu'on n'arrive pas à avoir des résultats concrets tout de suite, même si la vision de la ville du futur, elle est pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'arrivera pas à mobiliser toutes les ressources. Et nous, on a besoin d'avancer aussi aujourd'hui. Et on a des solutions, je pense tous avec mes confrères autour de la table, pour dès aujourd'hui voir des résultats et avoir des leviers qui permettent de rendre la ville plus durable, plus intelligente. D'accord, donc une fois qu'on a ce master plan, on va travailler domaine par domaine, c'est l'idée? Alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Carlos disait tout à l'heure, effectivement, il faut décloisonner. Parfois, c'est plus simple de commencer par un domaine parce qu'une ville va avoir
avoir des problématiques plus prégnantes sur le transport ou sur l'énergie. Si vous êtes Lyon, que vous êtes un hub de transport, les transports c'est un point clé. Si vous êtes Nice, que vous êtes en bout de ligne, entre guillemets, la partie énergétique va être la partie la plus critique. Donc souvent, une ville va commencer par le sujet qui lui fait le plus mal, entre guillemets. Et puis après, l'idée, c'est de façon incrémentale d'intégrer et d'arriver à faire le décloisonnement dont parlait Carlos tout à l'heure. Quand ça fait sens, quand il y a de la valeur, par exemple, combiner gestion du trafic et de l'éclairage public, ça peut faire sens. On peut créer de la valeur en pilotant ces applications de façon combinée pour adapter l'éclairage public à la densité de trafic en préservant le confort du citoyen, par exemple. C'est une bonne illustration de Donc, ce qui est possible de faire. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'il faut faire progressivement. Il y a des efficacités et des améliorations à apporter domaine par domaine, mais il ne faut pas oublier que le but ultime, c'est bien de créer de la valeur en transverse de ces différents domaines, de créer des nouveaux services éventuellement sur ces sujets-là. Carlos Moreno, peut-être sur ces étapes de cette métamorphose sur la démarche. Je pense qu'il y a 4 points clés dans cette conception, je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. Mais en réalité, on ne nous a pas attendu non plus pour que les villes existent. Donc on part de choses qui aujourd'hui, heureusement, donc, sont en place et il s'agit de réfléchir autour d'elles. Donc le premier point, c'est la bonne compréhension des usages. Ça passe par la concertation et le dialogue avec ceux qui dirigent la ville, donc les collectivités, les décideurs politiques, ceux qui administrent, parce que la ville, c'est avant tout également donc, une décision politique qui permet de tracer une feuille de route pour les administrés. Donc il faut comprendre avec les usages et les services d'aujourd'hui. Deuxièmement, anticiper dans ce dialogue, cette concertation, les usages de demain, c'est qui vont se construire par la suite pour aller dans une démarche troisième de mutualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, on vit dans une crise financière en Europe relativement sévère. Donc on est confronté à l'absence ou au manque en tout cas des CAPEX. On est confronté à tous les problèmes d'exploitation qui existent, donc des infrastructures, mais également sur les services. Donc on a besoin également d'une approche mutualisante qui permette au mieux de rationaliser les CAPEX et de permettre une interactivité la plus forte entre les différents services. Et dernièrement, une vision donc, autour des infrastructures qui permettent d'obtenir des feuilles de fonctionnement, de feuilles de route, mais également donc, ce qu'on appelle des tableaux de bord à multi-usage. Les tableaux de bord pour les décideurs, les tableaux de bord pour les exploitants, les tableaux de bord pour les gestionnaires, les tableaux de bord pour les citoyens, pour créer une démarche participative à l'échelle de la ville, parce qu'une ville ne peut se construire que si on est capable, dans cette chaîne de la valeur, des dialogues, concertation, compréhension des usages, anticipation. La rationalisation ne viendra que si on a pu disséminer et mettre en place des outils dans lesquels on va, au travers de la technologie, effectivement, donner des indicateurs des qualités, des vies, des services, dans une démarche d'interopérabilité et d'ouverture. Et c'est ça qui va permettre de rationaliser les CAPEX et les investissements. Alors là, on touche un peu aux facteurs de réussite, aux facteurs clés de succès. Éric Esselin, sur ce sujet, qu'est-ce qui est important pour réussir cette métamorphose ? Oui, juste avant le déploiement, je voulais parler de... on voit bien que les villes n'ont pas le même stade de maturation de ce que c'est que la Smart City. Ne serait-ce qu'en Europe, on ne peut pas comparer Barcelone, Londres ou Amsterdam avec les villes françaises. Mais en ce sens, les projets d'investissement d'avenir en France permettent de générer des démonstrateurs et des projets qui, au-delà d'agglomérer finalement, et je rejoins à ce que disait Carlos, des acteurs à la fois publics et privés autour de projets, aident énormément autour d'un projet à décloisonner les différents départements et services des villes qui, plus la ville est grande, plus ont une certaine autonomie et que finalement tout le programme Écocité qui a généré des multiples projets permettent finalement de donner les éléments, de faire bouger les choses en fait. Parfait. Sophie Noël-Abegnan, sur ce thème, il faut apprendre à travailler ensemble, réfléchir en écosystème, c'est Je pense que la collaboration, c'est le mot dans la ville intelligente et je pense qu'on partage tous cet avis parce que d'ailleurs on travaille ensemble sur plusieurs projets. Donc la collaboration, on a dit acteurs publics, acteurs privés, citoyens, on l'a tous dit d'une façon différente mais ça revient au même et ça c'est pas forcément évident. On est dans des écosystèmes complexes où les responsabilités sont souvent partagées, surtout en France. Donc on voit d'ailleurs qu'on a parfois plus de facilité à travailler à l'étranger qu'en France du fait de la segmentation des responsabilités.
Et aujourd'hui, si on ne s'assoit pas tous autour de la table, depuis le fameux master plan de la ville dont vous parliez, jusqu'à la mise en œuvre des services et la vie, on va dire, des services et des infrastructures, on n'arrivera pas à réaliser une Smart City. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver des nouveaux modes de collaboration, de travail ensemble et de travail public-privé aujourd'hui pour arriver à cette Smart City. Il faut tous s'asseoir autour de la table, il ne faut pas oublier le citoyen aussi. Il faut l'impliquer dans les sujets, c'est une démarche importante. Bon, on a pas mal parlé des définitions, on a vu les grands enjeux. On va parler de ces solutions, ces innovations, peut-être en raisonnant par l'exemple. C'est ce qui est intéressant, c'est de voir des projets qui ont été menés. Alors, il y a un projet qui est revenu quand on a préparé cette émission dans beaucoup de nos échanges, c'est celui de Barcelone. Alors, Carlos Moreno, je sais que Sophie Donat-Beignan va parler aussi, et puis je sais que chez Veolia, on a aussi des projets importants. On va peut-être commencer par cet exemple barcelonais. Comment s'est caractérisé cet activisme et quel type de solutions ont été retenues du côté de la Catalogne? Oui, tout à fait. On va dire activisme aussi bien donc avec un H-A-C-K que activisme tout court, puisque c'est effectivement ce qui se passe à Barcelone, où il y a une ville donc, qui souhaite se positionner d'une manière forte dans la démarche, je dirais, des conceptions de la ville. Et nous avons signé, effectivement, donc le président Gerard Marc-Strallet, il y a 3 mois, un accord cadre avec la ville de Barcelone afin de déployer ce qu'on appelle donc une plateforme urbaine collaborative permettant de fédérer les divers centres d'exploitation afin de rationaliser les investissements et de mieux gérer les indicateurs de gestion de la ville. De manière très concrète, dans une ville comme Barcelone, mais il y en a plein d'autres, il y en a une trentaine des centres verticaux de pilotage ou de gestion des infra. Donc elles sont, je dirais, silotées. La démarche des plateformes urbaines, donc, que nous avons promue et pour lesquelles aujourd'hui on est mandaté pour la mettre en place, permet de créer une couche transversale afin justement de pouvoir construire des services et des usages de manière plus optimisée et d'en créer des nouveaux. Et offrant derrière la possibilité de fédérer avec d'autres acteurs, donc Schneider Electric par exemple, Cisco ou d'autres acteurs, des points de collaboration écosystémiques qui permettent à chacun d'exercer son métier là où on est bon, au profit de la ville et des citoyens. Ce qui à Barcelone est intéressant, c'est qu'au-dessus de l'exemple de la plateforme urbaine et les axes métiers qui ont été identifiés, nous avons lancé une initiative dont je suis membre fondateur, donc à 5 personnes des 3, la ville de Barcelone, Cisco et nous, avons écrit un manifeste qui s'appelle le manifeste pour un City Protocol. On a créé à Barcelone au mois de juillet ce qu'on appelle la City Protocol Society, qui fédère aujourd'hui une quarantaine de villes à travers le monde, une trentaine de centres de recherche, des universités et des industriels. Et la City Protocol Society, comme l'Internet Protocol Society il y a 30 ans, cherche à créer des points d'interopérabilité dans les initiatives de la ville comme un organisme vivant entre ces niveaux supra, c'est-à-dire services et usages, jusqu'à ces niveaux plus infrastructure. Et c'est l'initiative mondiale qui a permis de créer un lieu d'échange et dans lequel Barcelone nous sert au même temps des pilotes, puisque la meilleure manière de montrer une voie, c'est quand même de marcher des dents. Voilà. Donc aujourd'hui, Barcelone est un lieu dans lequel nous marchons des dents pour mettre en place cette politique très concrète dans des quartiers avec des réseaux de chaleur, de froid, des transports, de mobilité. Alors justement, Sophie Donat-Beignan, peut-être à partir de ces exemples barcelonais, sur les différents modules qui ont été menés, et puis illustrons, vous l'avez fait tout à l'heure avec l'éclairage, peut-être illustrons avec des exemples très précis de services, de solutions qui peuvent être tout à fait. Alors, je vais reprendre l'exemple de Barcelone que Carlos mentionnait. Si on regarde des applications un peu concrètes pour que ça soit parlant, on travaille par exemple sur une plateforme de mobilité intégrée. Aujourd'hui, la mobilité, c'est les transports en commun d'une part, le trafic d'autre part, les parkings encore d'un autre côté. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement de vision globale et de coordination de tous ces services. Donc, on est en train de travailler avec la ville de Barcelone dans le cadre du projet que mentionnait Carlos sur une plateforme de mobilité intégrée qui combine les applications de trafic avec la gestion, on va dire, de la planification des transports en commun, enfin la remontée d'informations des transports en commun, les bornes de véhicules électriques avec leur emplacement et la gestion du stationnement. Ce que ça permet, c'est à 2 niveaux. Un, pour l'opérateur qui va venir chapeauter les différents services de transport, d'avoir une meilleure réactivité quand il y a des problèmes de congestion, d'embouteillage, quand il y a des incidents,
pour, par exemple, coordonner les ressources qu'il faut dispatcher, coordonner les messages aux usagers, etc. Donc ça, c'est la partie opérateur, avec des outils d'aide à la décision pour que l'opérateur puisse savoir quel scénario mettre en œuvre. Conseiller l'opérateur en temps réel, et tout ça avec des analyses de données, évidemment, prédictives sur la base de l'historique, etc., avec un certain nombre de modules analytiques et d'algorithmes. Donc là, c'est pour aider l'opérateur dans son daily business, entre guillemets. Et puis, il y a un deuxième module sur lequel on travaille, qu'on est en train de développer, qui est l'information aux usagers. On a dit, les usages sont importants, le citoyen est important. Oui, si on veut fournir des nouveaux services, il faut le mettre dans la boucle. Donc, par exemple, on a ce service sur le smartphone, on va pouvoir proposer des services d'itinéraire en temps réel, où en fonction de la localisation où vous devez aller, on vous propose le meilleur itinéraire, le parking où il y a une place disponible quand vous arrivez, où on va vous guider vers le bon parking. Et quels sont les bénéfices d'une telle approche ? Déjà, côté opérateur, une meilleure gestion, on optimise les ressources. Et puis pour l'usager, le temps, le confort et les émissions CO2. Parce que si vous n'avez pas des véhicules qui tournent pendant des heures dans la ville, vous réduisez votre empreinte carbone. C'est effectivement un bon exemple. Je vais me tourner vers Eric Estin. Est-ce que je vais vous demander la même chose qu'à vos camarades, vos voisins ? Est-ce que vous avez des exemples comme ça de solutions Oui, on en a. Moi, on parlait de Nice tout à l'heure. Donc, a été dans le cadre du projet Écocité, Veolia accompagne la ville de Nice dans un programme de monitoring urbain. Et donc, une véritable dispersion de capteurs en tout genre sur la communauté d'agglomération de Nice. Et donc, c'est un projet partenarial, bien évidemment, avec donc des fournisseurs d'équipements communicants, à défaut d'être intelligents. On travaille avec M2O City, qui est une filiale de Veolia et de Orange, donc qui elle, se spécialise de tout le dialogue machine-to-machine. On va travailler avec IBM, qui est aussi un des acteurs de la Smart City, qui lui va proposer une plateforme web d'exploitation des données, et Veolia qui va lui justement gérer l'analyse des données et un service pour la restitution du résultat de ces données. Je donne des exemples. Alors, il y a des exemples qui sont orientés business. Dans les déchets, on n'en parle pas souvent, mais aujourd'hui, on est capable de mesurer le niveau de remplissage d'un point d'apport volontaire pour déclencher la collecte au moment le plus opportun. Mais on peut également associer le citoyen, le résident, qui va remarquer qu'il y a des déchets à rassembler, qui peut, avec son iPhone, prendre en photo l'endroit, le signaler, et quelqu'un va venir nettoyer. On peut avoir aussi, grâce à ce monitoring urbain, des services plus transversaux. Et par exemple, les données météorologiques qui vont permettre, aujourd'hui ça existe pour prévoir les risques d'inondation, mais qui peuvent également prévoir les risques de chaleur, de canicule, et déclencher des systèmes d'atténuation. On parlait de villes résilientes avec par exemple une aspersion d'eau dans les quartiers où la température risque de monter pour le confort de l'habitant, et pour des raisons de santé publique. D'accord, voilà. Les thèmes sont passionnants, malheureusement le temps défile très vite. Vous touchez quand même un point important, et avant peut-être de se projeter dans le futur, j'aimerais faire un tour de table là-dessus, c'est la notion de performance. On sait que sur l'énergie, on parle beaucoup d'efficacité énergétique. Quel type de performance, là on vient de le voir peut-être sur les déchets, par exemple sur la mobilité, l'application dont vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'on peut déjà mesurer, je ne sais pas, en termes de réduction d'embouteillage par exemple, oui, quel niveau on pourra atteindre? On a plusieurs exemples, que ça soit en Inde, en Espagne, en Amérique latine, etc., où sur le trafic, par exemple, on arrive à réduire la congestion jusqu'à 20%. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'avec des solutions existantes, même sans complètement décloisonner les silos qui existent aujourd'hui, on arrive déjà sur chacun des domaines à faire de l'optimisation. Ça ne suffira pas pour aboutir à la vision globale de la ville durable, mais on peut réduire de 20% les embouteillages dans certaines agglomérations, par exemple. On peut réduire la consommation énergétique dans les bâtiments jusqu'à 20%. Donc on se rend compte qu'on a une marge de progression qui est intéressante, et on en a encore sous le pied. D'accord, Carlos Moreno, sur cette oui, je vous donnais performance. tout à fait. Sur le cas de Barcelone, c'est très concret, puisque nous avons, et ça c'est un concept important dont on n'a pas parlé, mais qui va avec, et la performance de la ville en tant que ville durable. Donc on a développé
c'est ce que je vais dire, à l'échelle de la ville, dans un concept d'économie circulaire. On a un réseau de chaleur et de froid qui traverse donc tout le quartier Vendée-Robas de Barcelone. Pour produire des chaleurs et du froid, on a une usine dans laquelle on incinère les déchets donc à distance, en fait loin du réseau. On réinjecte la vapeur d'eau dans le réseau. On a une usine qui désalinise l'eau de la mer. On produit donc de l'eau. On stocke de l'énergie sur la forme de la glace. On injecte le tout et on a tout le quartier sous la forme de ce qu'on appelle des bâtiments connectés. On fait monter ensuite le confort en termes donc, de chaleur et de froid. Et on a des services tout autour de gestion et d'interface et d'interopérabilité avec d'autres systèmes de la ville. Et donc là, on est dans une économie circulaire. On a créé des emplois qui ne sont pas délocalisables, ils sont ces emplois produits localement. On a fait marcher une économie, on recycle les déchets et en plus, on apporte une solution complémentaire à une grande problématique qui est à Barcelone, qui est les problèmes de l'eau. Donc, je voulais dire que quand on est dans cette démarche usage, on obtient des solutions dans laquelle la technologie est un atout. Là, on voit bien la boucle locale. Eric Castin, je vais vous donner la parole et je vais vous permettre de lancer le dernier thème de cette émission. Comme ça, vous pourrez répondre aux deux sujets en même temps. J'aimerais juste finir très rapidement sur un tour de table sur jusqu'à quel degré d'intégration doit-on aller ? C'est-à-dire, est-ce que le fantasme de la ville totalement intelligente, il est pour demain, ou est-ce qu'on doit aller pas à pas sur différentes étapes ? Et je vous donne la parole tout de suite, Eric, sur ces deux sujets. Juste un mot sur la performance. Au-delà de l'efficacité que les nouvelles technologies de la Smart City vont apporter à tous les services de la ville, ce qui est important, c'est que ces technologies vont permettre d'évaluer la performance elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la Smart City, c'est la ville qui s'auto-évalue, qui peut communiquer sur la performance, on parlait de Barcelone, mais qui peut aussi s'adapter, corriger et accompagner les changements que je disais qui s'accélèrent aujourd'hui. En temps réel. En temps réel, oui. Le temps réel est une notion en quasi temps réel, oui. Ensuite, deuxième question, sur l'intégration. Jusqu'où aller ? Après, je crois qu'il faut être réaliste. Il y a des contraintes qui échappent à la technologie et au simple désir d'efficacité. Il y a des contraintes politiques qui feront que l'intégration, c'est pas forcément l'intégration qui est le bon terme. Je pense que c'est la collaboration. Elle prend diverses formes. C'est les partenariats. On est autour de la table, on est dans des groupes concurrents. On est amené à travailler ensemble ou à être en compétition. Donc cette collaboration va permettre pour chaque ville, en fonction de ses spécificités, de développer le service adapté. Alors avant de laisser le mot de la fin à Sophie, on va demander à votre concurrent justement jusqu'où aller dans cette intégration. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas que le bon mot soit celui d'intégration. Et même, j'irai même plus loin. Donc, je ne crois pas que le but que nous avons, nous, soit de faire, c'est-à-dire la ville intelligente. Ce qui nous intéresse, nous, c'est avoir une ville donc durable, une ville dans laquelle il fasse bien vivre, et une ville dans laquelle les citoyens soient au cœur. Voilà. Moi, je préfère parler donc de ville city-centrée. Donc, c'est les citoyens qui est au centre et les services qui sont au centre. Le reste, en fait, c'est comprendre les usages et l'intégration, en réalité, c'est notre capacité à pouvoir concevoir des usages et des services qui, en étant le plus ouvert sur tout l'environnement donc, qui entoure les citoyens, leur donne le plus de capacité à être bien et content de vivre dans une ville. L'intégration technologique, pour moi, c'est un corollaire, puisque les technologies, elles sont une propriété invariante à travers le temps, c'est qu'elles durent toujours très peu de temps. La technologie d'aujourd'hui, dans 3 ans, on n'en parlera plus. Donc la seule chose qui reste, c'est notre vision architecturale. C'est quelle architecture on conçoit pour la ville. Et pour la ville, nous, systémiciens de la ville, nous nous comportons comme des architectes qui bâtissent des maisons. Tout ce qui nous intéresse, c'est des fondations saines, ouvertes, avec des portes et des fenêtres, dans lesquelles les allers-retours se fassent en permanence, dans un cercle vertueux de création d'usages. Et c'est ça qui crée de la valeur, les usages et les services. Le message est passé. Sophie Denavénian, on n'est même plus dans les arrêts de jeu, on est dans les prolongations. Alors je vais vraiment vous laisser le mot de la fin. Écoutez, moi je partage ce que disaient Eric et Carlos, c'est-à-dire que l'intégration pour l'intégration, non. On est toujours au service de l'usager, du citoyen, et qu'il faut intégrer quand on est capable de créer de la valeur. Donc le mot qu'on doit avoir, c'est de dire est-ce qu'on crée de la valeur pour le territoire ? Si on crée de la valeur, on intègre. Si on ne crée pas de valeur,
on laisse tomber. Je ne regrette pas voilà. vous avoir laissé la conclusion, elle était très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ces émissions. Merci, on voit que Merci. les échanges sont très Merci. riches, il y aura plein d'autres émissions, j'en suis sûr, à consacrer à ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, ce plateau Web TV Ville Durable se poursuit en vidéo sur Cleantech République avec une dizaine d'autres émissions. Merci à vous, restez verts, au revoir.